Un groupe de pêcheurs a trouvé une structure métallique emmêlée dans des filets de chalutage. C'était une partie du fuselage d'un bombardier de la Seconde Guerre mondiale. Quelques jours plus tard, sur un autre continent, un détecteur de métaux signalait un terrain instable au-dessus d'une caisse de dynamite oxydée. Aucune de ces découvertes n'était prévue. La guerre a laissé des vestiges dans les jungles, les glaciers, les champs agricoles, les rives des rivières et les zones urbaines. Certains émergent par accident, d'autres par l'avancée du climat ou l'activité humaine. Ce sont des structures militaires, des armements, des véhicules, des lettres, des insignes et des corps. Tous sont restés hors des registres formels, tous altèrent les versions officielles. Pourquoi certaines découvertes continuent-elles d'être cataloguées comme classifiées? Quels gouvernements ont tenté de les dissimuler? Et combien de ces découvertes peuvent changer ce que nous croyions savoir sur le conflit? Bluey East 2, la base abandonnée qui continue de contaminer le Groenland. Dans la vaste étendue glacée du Groenland, une installation militaire se décompose lentement, libérant des contaminants dans l'un des écosystèmes les plus pristins de la planète. La base Bluey East 2 représente l'un des héritages environnementaux les plus problématiques du conflit mondial. L'occupation nazie du Danemark en avril 1940 a laissé l'avenir du Groenland dans l'incertitude. Les États-Unis, reconnaissant l'importance stratégique de l'île dans les routes de l'Atlantique Nord, ont signé un accord de défense avec le Danemark en avril 1941. Ce traité autorisait la construction de stations météorologiques et d'aérodromes pour faciliter les opérations militaires atlantiques. L'emplacement sélectionné était Ikatek, un plateau fluvial libre de glace identifié par des études du corps aérien de l'armée américaine. La géographie offrait des conditions idéales, terrain relativement plat pour les pistes d'atterrissage et proximité des routes de navigation cruciales pour l'approvisionnement militaire européen. Entre juillet 1942 et novembre 1943, des ingénieurs militaires ont construit une installation complètement fonctionnelle sous des conditions extrêmes. La base comprenait une piste de gravier de 1500 mètres, des hangars pour aéronefs, des bâtiments de logement, des ateliers de maintenance et de vastes dépôts de combustible. L'accès initial dépendait de navires pendant l'été, tandis qu'en hiver, l'approvisionnement nécessitait des traîneaux tirés par des chiens et des vols occasionnels. Les températures, fréquemment sous 40 degrés sous zéro, présentaient des défis constants pour le personnel et l'équipement. Bluey East 2 servait comme station de ravitaillement et point de contrôle météorologique pour les aéronefs qui traversaient l'Atlantique Nord. Les avions Norseman réalisaient des vols réguliers entre cette base et d'autres installations comme Cape Dan et Bluey West 1, maintenant un réseau de communication vital. En 1947, avec des priorités stratégiques modifiées, les États-Unis ont abandonné précipitamment Bluey East 2. L'évacuation s'est concentrée uniquement sur le retrait du personnel et de certains équipements précieux. Bâtiments, machinerie lourde, dépôts de combustible et milliers de barils de combustible d'aviation avec plomb ont été abandonnés in situ. Cette décision se basait sur les termes de l'accord de 1941 qui ne spécifiait pas les responsabilités de nettoyage postérieur à l'usage militaire. Les négociateurs américains avaient assuré des clauses qui les exemptaient de responsabilités futures liées au démantèlement. Aujourd'hui, Bluey East 2 s'est transformé en un paysage de déchets militaires. Entre 100 000 et 200 000 barils de combustible JP4 demeurent dispersés, beaucoup corrodés et avec des fuites. Le photographe Cyril Jasbeck, qui a visité le site en 2016, a décrit ces conteneurs oxydés comme des fleurs américaines, visibles de grande distance contre le paysage arctique. Les bâtiments en ruine contiennent des matériaux avec amiante, tandis que de la machinerie militaire oxydée et des véhicules convertis en ferraille parsèment le terrain. Particulièrement préoccupantes sont les approximativement 700 caisses de dynamite non détonées près des hangars abandonnés, certaines intactes, d'autres partiellement détériorées. Les recherches scientifiques ont identifié multiples contaminants, hydrocarbures pétroliers, amiante, biphényl polychloré et résidus explosifs. Bien que les barils enterrés réduisent l'exposition immédiate, il existe un risque de filtration vers le sol et les sources d'eau souterraines. Le changement climatique ajoute une dimension critique.
Le réchauffement global pourrait accélérer la détérioration des conteneurs et faciliter la libération de contaminants précédemment stabilisés par les basses températures. Des études à Camp Century, une autre base américaine enterrée dans la glace groenlandaise, suggèrent que la fonte pourrait exposer des matériaux dangereux prochainement. Bluey East 2 ne représente qu'une fraction du problème. Les États-Unis ont construit plus de 30 bases militaires au Groenland pendant la guerre et la guerre froide, beaucoup abandonnées dans des conditions similaires. Ce réseau constitue l'un des héritages environnementaux les plus étendus du conflit. En janvier 2018, le Parlement danois a approuvé un investissement de 180 millions de couronnes danoises pour le nettoyage de sites contaminés groenlandais. Ce programme inclut la surveillance environnementale et la priorisation des sites les plus problématiques. Les travaux de remédiation exécutés par 60 North Greenland affrontent d'énormes défis logistiques limités au mois d'été par les conditions climatiques extrêmes. Un projet pilote initié en 2019 utilise des drones pour cartographier l'emplacement et l'état des barils dispersés. Cette technologie permet d'estimer avec une plus grande exactitude l'ampleur du travail de nettoyage et de planifier efficacement les opérations de retrait. Avec un financement disponible jusqu'à 2028, on espère compléter une phase principale de remédiation et stabilisation. P-2 soviétique, le bombardier qui réapparut avec l'équipage à l'intérieur. Une sécheresse prolongée en août 2015 a révélé en Pologne l'une des découvertes les plus extraordinaires du conflit. Un bombardier soviétique, Petliakov P-2, parfaitement préservé dans le lit d'une rivière, avec son équipage encore dans la cabine 70 ans après. Le 12 janvier 1945, l'armée rouge a lancé l'offensive Vistule-Oder, opération massive pour expulser définitivement les forces allemandes de Pologne. Les fronts 1er biélorusse sous Joukov et 1er ukrainien commandé par Konev ont avancé simultanément avec une force écrasante. Le Petliakov P-2 découvert dans la rivière Bzura participait à cette offensive comme appui aérien tactique. Ces aéronefs, connus pour leur polyvalence, remplissaient des fonctions de bombardement tactique, reconnaissance et appui direct pendant l'avancée soviétique. Le P-2, également connu par le code allié Buk, représentait l'un des aéronefs les plus avancés de l'arsenal soviétique. Conçu par Vladimir Petliakov à partir du prototype 600, il fut adapté comme bombardier tactique et produisit approximativement 11 430 unités entre 1940 et 1945. Cet aéronef bimoteur pouvait transporter jusqu'à 1000 kg de bombes, atteindre des vitesses supérieures à 650 km/h dans les versions améliorées, et était armé de mitrailleuses et canons défensifs. Son fuselage métallique, gouvernail double et ailes robustes le rendait particulièrement résistant aux dommages de combat. La sécheresse de 2015 a réduit dramatiquement les niveaux d'eau dans la rivière Bzura, les amenant à des niveaux non vus depuis le XVIIIe siècle. Près du village de Kamion, des plongeurs et volontaires locaux ont observé des sections du fuselage dépassant de la boue normalement submergée. L'avion était tombé à travers la glace pendant le rude hiver de janvier 1945. Les basses températures ont immédiatement gelé l'eau autour de l'aéronef, créant une capsule préservatrice. Postérieurement, des sédiments fluviaux et limons ont couvert les restes, les occultant jusqu'à ce que des conditions exceptionnelles de sécheresse les révèlent. Les experts du musée de Vyšehrad ont confirmé qu'il s'agissait d'un P-2 authentique au moyen d'inscriptions en cyrillique trouvées dans les instruments de vol et panneaux de contrôle. Le fuselage métallique, bien que corrodé, conservait des sections intactes incluant panneaux, lettres cyrilliques et mécanismes de cabine. Particulièrement notable fut la préservation de l'équipement radio avec inscription, instruments de navigation et contrôle et levier de commande. Ces éléments ont fourni une évidence claire d'identité soviétique et ont permis une classification précise comme P-2 de production standard. L'aspect le plus émouvant fut la présence de 2 membres d'équipage, encore assis en position de vol. Les corps, préservés par les conditions anaérobiques de la boue fluviale, ont été trouvés avec l'équipement personnel complet. Parmi les objets récupérés se trouvait un pistolet Tokarev TT encore partiellement chargé, des fragments de parachute, des restes de bottes militaires divers et des munitions de calibre soviétique. L'état de conservation a fourni des informations précieuses sur l'équipement standard des aviateurs soviétiques en janvier 1945. Les pompiers de Vyšehrad ont dirigé l'extraction,
utilisant des tuyaux haute pression pour retirer la boue préservatrice. Le processus a nécessité un soin extrême pour éviter d'endommager les restes humains et composants historiques de l'avion. Les autorités polonaises ont immédiatement notifié le consulat russe, confirmant l'origine soviétique et la probable nationalité des membres d'équipage. Les procédures diplomatiques standards ont permis l'identification et le transfert éventuel des restes humains pour inhumation appropriée en Russie. Vladimir Petliakov avait conçu cet aéronef sous des circonstances extraordinaires. Emprisonné dans un goulag au début du projet 600, il fut libéré après le succès du design que Staline autorisa pour le défilé en mai 1941. Le Pe-2 devint l'un des aéronefs les plus polyvalents de l'arsenal soviétique. En plus de bombardier tactique, il servit comme chasseur lourd dans la variante Pe-3, avion de reconnaissance nocturne, et plateforme d'appui terrestre. En 1944-1945, il fut extensivement utilisé en appui aux offensives terrestres, précisément le type de mission qu'il accomplissait quand il s'écrasa. Le musée de Vyshogrod a catalogué méticuleusement chaque composant récupérable, depuis les panneaux du fuselage jusqu'aux instruments de navigation. Les pièces ont été transférées pour études postérieures et préservation, tandis que les restes humains ont suivi les protocoles diplomatiques appropriés. Les chercheurs continuent d'analyser les registres de l'armée rouge et rapports allemands pour identifier l'unité opérationnelle spécifique, date précise de l'abattage et nom de l'équipage. Ce travail archivistique cherche à compléter l'histoire particulière de cet avion et honorer adéquatement ses membres d'équipage. Alderney occupé, la forteresse romaine qui finit comme bunker nazi. Dans les îles anglo-normandes, des archéologues ont découvert l'une des histoires d'occupation les plus complexes d'Europe. Une forteresse romaine qui servit pendant 2000 ans à différents pouvoirs, incluant sa transformation finale en bunker nazi. La structure connue comme la nunnerie commença comme forteresse romaine au milieu du IVe siècle après Jésus-Christ. Construite comme partie d'une ligne défensive côtière pour protéger les établissements européens, la tour originale mesurait 8 mètres de hauteur avec des murs de 3 mètres d'épaisseur. Pendant le bas Moyen-Âge et l'ère Tudor, la forteresse fut réhabilitée comme résidence fortifiée et caserne gouvernative. Les murs furent réparés systématiquement et on ajouta des structures internes comme des dépendances résidentielles et des rampes défensives qui adaptaient l'ancienne fortification romaine aux nécessités militaires médiévales. À la fin du XVIIIe siècle, pendant les guerres napoléoniennes, les autorités britanniques démolirent les murs supérieurs et utilisèrent l'espace comme poudrière et caserne. On construisit des annexes de stockage, certaines visibles dans le site archéologique actuel. Quand l'Allemagne occupa les îles anglo-normandes entre 1940 et 1945, Alderney fut rebaptisé Adolphe et converti en forteresse côtière stratégique. Les habitants civils furent évacués, ne laissant que 18 résidents sur toute l'île, transformant effectivement le territoire en base militaire exclusive. Les nazis reconnurent immédiatement la valeur stratégique de l'ancienne forteresse romaine. Sa position élevée fournissait des vues panoramiques de la baie de Longis et permettait le contrôle visuel des routes maritimes entre la France et l'Angleterre. La structure existante offrait une base solide pour les modifications défensives modernes. Entre 1941 et 1942, des ingénieurs allemands implémentèrent des modifications radicales. Ils construisirent un bunker type 500 indirectement inséré entre les murs nord et sud de la tour romaine, utilisant du béton coulé sur les deux faces pour renforcer la structure millénaire. La construction du bunker nécessita le retrait complet de l'intérieur original de la tour romaine. Les nazis éliminèrent les étages, la compartimentation interne et les éléments architecturaux historiques pour accommoder l'abri fortifié moderne. Cette transformation représenta l'un des cas les plus dramatiques d'adaptation de patrimoine historique pour des objectifs militaires contemporains. Le bunker intégré fut soigneusement camouflé dans le terrain et la végétation naturelle, le dissimulant de la vue aérienne alliée. Son emplacement stratégique le convertissait en point de surveillance idéal pour détecter les mouvements navals et coordonner les défenses côtières contre l'invasion alliée. La transformation de la forteresse était directement liée au programme de travaux forcés implémenté à Alderney. Entre 1942 et 1944, l'organisation Todt employa des centaines de travailleurs forcés pour construire des fortifications sur toute l'île. Alderney hébergea 4 camps.
Norderney et Sylt fonctionnèrent comme camps de concentration et sous-camps de Neuengamme, tandis que Helgoland et Borkum opérèrent comme camps de travail. Sylt et Norderney ont la distinction historique d'être les seuls camps de concentration établis en territoire britannique. Les matériaux et main-d'œuvre pour modifier la forteresse romaine provenaient directement de ces camps. Les travaux incluaient non seulement la construction du bunker, mais aussi des batteries côtières, tunnels souterrains et positions défensives distribuées par toute l'île. Le projet Dig Alderney, dirigé par l'archéologue Jason Monaghan depuis 2010, a employé des techniques archéologiques non invasives pour cartographier l'évolution complète du site. L'équipe utilise LIDAR, radar de pénétration terrestre, photogrammétrie aérienne et excavation sélective pour documenter multiples phases d'occupation. Cette méthodologie a permis de générer des modèles tridimensionnels avec des systèmes d'information géographiques qui révèlent clairement les superpositions chronologiques, fondation romaine, réforme médiévale, modification napoléonienne et transformation nazie. Chaque phase historique reste documentée sans compromettre les évidences de périodes antérieures ou postérieures. Les excavations ont révélé la structure complète du bunker, type 501, incluant chambre centrale, système de ventilation et entrée protégée. Les archéologues ont documenté comment le béton nazi s'intégra directement avec la maçonnerie romaine, créant une structure hybride unique. Les restes de murs romains, réformés successivement au long des siècles, ont été révélés au moyen d'excavations soigneuses de rampes défensives. Des fragments d'armement léger, projectiles de petit calibre et possibles dépôts de munitions ont été trouvés dans des zones adjacentes à la fortification nazie. Particulièrement significatifs sont les découvertes d'uniformes militaires allemands, incluant boucles, boutons métalliques et restes de mitrailleuses ou supports intérieurs. Ces éléments fournissent une évidence matérielle directe d'occupation militaire pendant 1940-1945. En août 2021, les archéologues localisèrent finalement les restes de la cour romaine intérieure, objectif de recherche depuis le début du projet. Cette structure centrale avait été documentée dans des sources historiques mais demeurait occultée sous des siècles de modifications postérieures. Graf Spee, l'emblème du Reich qui émergea du Rio de la Plata. Dans les eaux du Rio de la Plata repose l'un des secrets les plus controversés du conflit. Les restes de l'admiral Graf Spee et son imposant aigle de bronze, symbole qui généra des débats internationaux sur patrimoine historique, responsabilité diplomatique et mémoire collective. L'admiral Graf Spee, croiseur lourd classe Deutschland, fut mis à l'eau en 1936 comme démonstration de la puissance navale allemande renaissante. Armé de 6 canons de 280 mm et conçu pour des opérations de course en haute mer, il représentait la nouvelle philosophie navale allemande, navire rapide et puissant, capable d'infliger des dommages maximums aux lignes d'approvisionnement ennemies. Entre septembre et décembre 1939, le Graf Spee réalisa une campagne dévastatrice dans l'Atlantique Sud, coulant 9 navires marchands alliés avec un tonnage total approximatif de 50 000 tonnes. Son capitaine, Hans Langsdorff, avait reçu des ordres stricts d'éviter les pertes civiles, ce qui paradoxalement contribua à l'efficacité de ces opérations en minimisant la résistance des équipages marchands. Le 13 décembre 1939, l'admiral Graf Spee affronta une formation navale britannique composée des croiseurs HMS Exeter, HMS Ajax et HMS Achilles dans la bataille du Rio de la Plata. Pendant le combat, qui dura approximativement 1 heure et 20 minutes, le croiseur allemand infligea des dommages sévères à l'Exeter, mais souffrit d'impacts critiques dans les systèmes de combustible et contrôle de tir. Langsdorff, évaluant la situation tactique, décida de chercher refuge dans le port neutre de Montevideo pour des réparations urgentes. Cependant, les régulations internationales de neutralité permettèrent seulement 72 heures de permanence en port, temps insuffisant pour les réparations nécessaires et évacuation des blessés. Confronté à la perspective de sortir en mer ouverte où des forces navales britanniques supérieures attendaient son apparition, Langsdorff prit la décision d'éviter une bataille désespérée qui résulterait en perte massive de vies allemandes. Le 17 décembre 1939, il ordonna l'auto-sabordage du Graf Spee dans les eaux uruguayennes. L'opération de sabordage fut exécutée méticuleusement pour éviter que le navire et sa technologie tombent en mains ennemies.
L'équipage fut évacué complètement avant de faire détonner des charges explosives qui ouvrirent la coque sous la ligne de flottaison. L'admiral Graf Spee coula dans des eaux relativement peu profondes où ses superstructures demeurèrent partiellement visibles pendant des décennies. En février 2004, une opération conjointe entre investisseurs privés et le gouvernement uruguayen initia le sauvetage systématique de composants de l'épave. L'opération se justifiait tant pour des raisons de sécurité navigationnelle que pour la valeur historique et commerciale des matériaux récupérables. Le 10 février 2006, des plongeurs extrayèrent l'élément le plus significatif du naufrage. Une sculpture de bronze d'approximativement 2 mètres de hauteur représentant un aigle aux ailes étendues, soutenant une croix gammée dans une couronne de laurier. Cette pièce, qui pesait entre 350 et 400 kg, avait été montée sur le miroir de poupe du navire. La sculpture était fabriquée en bronze de haute qualité, conservant des détails ornementaux extraordinaires malgré des décennies d'immersion. Les plumes de l'aigle demeuraient clairement délinéées, la couronne de laurier maintenait sa définition artistique et l'articulation naturelle des pattes de l'oiseau démontrait la maîtrise des artisans navals allemands. L'aigle conservait des résidus de peinture sombre dans certaines zones, suggérant qu'originalement elle avait été traitée avec des revêtements protecteurs pour résister à la corrosion marine. La structure de montage intégrée à la coque montrait comment la pièce avait été conçue comme élément permanent de décoration navale du Graf Spee. L'exposition temporaire de l'aigle dans un hôtel de Montevideo en 2006 généra une protestation diplomatique immédiate de l'Allemagne. Le gouvernement allemand exprima sa préoccupation pour l'exposition publique de symbologie nazie sans contexte historique approprié, sollicitant que l'objet soit retiré de la vue publique ou transféré à une institution muséistique responsable. Ces objections se basaient sur la législation allemande qui prohibe l'exposition ou commercialisation de symboles du Troisième Reich, excepté dans des contextes éducatifs ou historiques appropriés. Le gouvernement allemand argumentait que l'exposition commerciale de l'aigle pourrait être interprétée comme glorification du régime nazi. En 2019, une cour uruguayenne ordonna la vente de l'aigle en 90 jours, assignant les gains entre investisseurs du sauvetage, décision basée sur des contrats de sauvetage maritime. On estima des offres entre 8 et 52 millions de dollars de potentiels acheteurs intéressés par la pièce historique. Le gouvernement uruguayen fit appel de la décision et postérieurement la cour d'appel réaffirma en 2022 que la vente aux enchères devait s'effectuer. Bien qu'on proposât des modalités restrictives limitant la vente à des acheteurs éducationnels ou muséistiques. En janvier 2022, un offrant argentin exprima l'intention de détruire la pièce pour éviter qu'elle devienne un symbole de groupes idéologiques. En juin 2023, on proposa de fondre l'aigle et la reformer comme colombe de la paix, mais le président Lacalpú annula le projet en n'obtenant pas de consensus public. À ce jour, l'aigle demeure en garde officielle du ministère de la Défense de l'Uruguay, sans vente finale complétée. Explosifs oubliés, les armes qui continuent enterrées au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni continue de révéler des secrets enterrés du conflit. Des champs qui servirent autrefois comme zone d'entraînement militaire surprennent maintenant des détecteurs de métaux civils et promeneurs avec des découvertes d'armements non détonés, rappelant vivement comment la guerre transforma même les paysages bucoliques en champs de pratiques militaires. En septembre 2021, l'agriculteur John Ross McMatuna utilisait un détecteur de métaux dans un champ de Ballymoney, près de Rostrevor dans le comté de Down, quand il localisa un mortier de 2 pouces d'origine américaine. L'artefact contenait encore approximativement 2 livres d'explosifs intacts. Le mortier était oxydé mais structurellement complet, tube métallique standard avec fusée et charge de haut explosif, typiquement composé de TNT ou PETN selon l'usage standard de l'armée américaine. Malgré des décennies d'exposition à l'humidité et variations de température, l'explosif maintenait son potentiel destructif. McMatuna alerta immédiatement la police régionale qui mobilisa les Army Technical Officers. Ces spécialistes en désactivation réalisèrent une explosion contrôlée vers 10 heures du matin dans une fosse excavée spécifiquement, suivant les protocoles standards de sécurité pour artefacts non détonés. Rostrevor avait été utilisé comme zone d'entraînement par des troupes britanniques, américaines et belges, avec présence de champs de tir et exercices d'artillerie légère pour préparation préalable au jour J.
La localisation du mortier s'alignait parfaitement avec des rapports précédents de restes de munitions trouvés sporadiquement dans la zone. Quelques mois après, en juin 2021, pendant un pique-nique familial près d'une rivière à Toresby Park, Nottinghamshire, David Hibbert trouva un objet métallique suspect, postérieurement confirmé comme une autre bombe du conflit. Initialement croyant qu'il avait découvert une relique intéressante, Hibbert porta l'objet de retour à sa famille avant de réaliser qu'il s'agissait de munitions militaires. L'artefact fut identifié comme mortier de 2 pouces, similaire à celui trouvé à Rostrevor, bien que la charge explosive spécifique ne fût pas quantifiée publiquement pour des raisons de sécurité. L'objet conservait son design initial, tube d'acier, fusée et possiblement des restes d'explosifs navals ou terrestres encore actifs. Le personnel de la propriété notifia l'équipe d'Explosive Ordnance Disposal qui coordonna immédiatement la zone. Postérieurement, on réalisa une explosion contrôlée sur site au moyen de procédures de sécurité standard, sans nécessité d'évacuation massive due à l'emplacement rural de la découverte. Toresby Park avait hébergé un camp d'entraînement militaire utilisé pour des pratiques avec mitrailleuses, mortiers légers et artillerie. Les découvertes d'explosifs non détonés sur ces terrains sont relativement fréquentes dues à cette activité historique, bien que la majorité des visiteurs ignorent ce passé militaire du parc. Le protocole militaire pour ces découvertes suit un patron établi. Les détecteurs de métaux civils notifient la police, qui mobilise des spécialistes Army Technical Officers ou Explosive Ordnance Disposal. Après évaluation initiale pour déterminer le type d'artefact, état de corrosion et risques immédiats, on établit un périmètre de sécurité adapté au type d'explosif et sa charge. Pour les mortiers de 50 mm, comme ceux trouvés dans ces cas, les périmètres de sécurité embrassent typiquement entre 100 et 300 mètres. On excave une fosse pour contenir l'explosion et on place l'artefact en son intérieur. L'injection de charge initiatrice ou usage de cordons détonants permet une détonation contrôlée sur terrain, suivie par inspection du cratère pour vérifier qu'il ne reste pas de fragments dangereux. Beaucoup de zones rurales au Royaume-Uni furent utilisées intensivement pour entraîner des troupes britanniques, américaines et du Commonwealth avant le débarquement en Europe. À Rostrevor, il y eut une activité conjointe des États-Unis et Royaume-Uni, tandis qu'à Toresby, on monta aussi des campements de tir et manœuvres, laissant inévitablement des munitions non détonées dispersées par le terrain. Ces découvertes soulignent comment le Royaume-Uni se transforma effectivement en un vaste champ d'entraînement. Pratiquement chaque comté hébergea quelques types d'installations militaires ou zones d'exercice, depuis des champs de tir jusqu'aux pistes d'obstacles, et beaucoup de sites conservent des vestiges de cette activité intensive. Les autorités estiment qu'il demeure encore des milliers de pièces de munitions non détonées dispersées par la campagne britannique, héritage direct de la préparation massive pour les opérations sur le continent européen. Chaque année, on rapporte des douzaines de découvertes similaires, depuis des mortiers jusqu'aux grenades à main, maintenant des équipes de désactivation en activité constante des décennies après le conflit. Vol 19, la mission navale qui disparut sans trace. Le 5 décembre 1945, moins de 4 mois après la fin du conflit, 5 bombardiers torpilleurs TBM Avenger décollèrent de la station aérienne navale de Fort Lauderdale, Floride, à 2h10 de l'après-midi pour une mission routinière d'entraînement de navigation sur l'Atlantique et les Bahamas. Les 5 TBM Avenger transportaient 14 membres d'équipage au total, un instructeur expérimenté, le lieutenant Charles C. Taylor, et 4 pilotes en formation avec leurs respectifs artilleurs. La mission planifiée incluait des exercices de navigation, pratiques de bombardement et coordonnées vers Hens and Chicken Shoals, routine standard pour maintenir les habiletés de vol du personnel naval en temps de paix. Entre 4h et 6h20 de l'après-midi, les tours de contrôle reçurent des communications intermittentes qui révélaient des problèmes croissants. Taylor rapporta des pannes dans les boussoles de l'avion leader et confusion sur la position du groupe de vol. À 6h04 de l'après-midi, Taylor transmit « Maintenant cap 270 degrés, il vaudra mieux que nous fassions demi-tour et volions vers l'est de nouveau. » Son dernier message, approximativement à 7h04 de l'après-midi, fut « Tous les avions restaient proches. Nous devrons amérir à moins que nous apercevions terre
Quand le premier avion descendra de 10 gallons, tous descendront ensemble. Après cette transmission, on ne reçut plus de communication du vol 19. Quelques heures plus tard, un avion sauveteur Martin PBM-5 Mariner décolla de Banana River vers 7h27 du soir avec un équipage de 13 hommes, mais ne retourna jamais non plus à sa base. L'avion de sauvetage s'évanouit aussi complètement que les 5 Avengers qu'il était sorti chercher. Le Naval History and Heritage Command décrit le vol comme exercice d'entraînement avec pratique de navigation, bombardement et coordonnées vers des bancs de sable spécifiques. Le rapport officiel de la commission d'investigation conclut que les compas échouèrent, les pilotes se désorientèrent et épuisèrent le combustible, tandis que le Mariner sauveteur souffrit probablement une explosion en vol. Bien qu'originalement on blâma Taylor pour la perte, la marine modifia postérieurement sa conclusion officielle, admettant la cause comme inconnue pour ne pas adjuger de responsabilité directe à aucun individu. Cette décision reflétait la complexité de l'incident et manque d'évidence définitive sur ce qui avait causé la perte simultanée de 6 aéronefs. On initia l'une des plus grandes opérations de recherche et sauvetage de l'histoire navale américaine, couvrant plus de 200 000 milles carrés d'océan. L'opération impliqua des douzaines de navires, des centaines d'avions et des milliers de personnels militaires pendant plusieurs jours de recherche intensive. On ne récupéra pas de restes significatifs d'aéronefs, équipages, ni grands débris flottants. Le PBM-5 disparu coïncida avec des aperçus d'une explosion en mer rapportés par un pétrolier à 9h15 du soir près de coordonnées spécifiques et perte simultanée de contact radar depuis une escorte de porte-avions. Les 26 personnes disparues incluaient 14 membres d'équipage des 5 TBM Avenger et 13 membres d'équipage du PBM-5 Mariner. Ce chiffre représente l'une des pertes les plus significatives de personnel naval américain en un seul incident pendant la période de post-guerre immédiate. Les TBM Avenger impliqués représentaient l'un des aéronefs les plus fiables de la marine. Ces bombardiers torpilleurs avaient démontré leur efficacité pendant des batailles cruciales du Pacifique, incluant Midway, où ils contribuèrent décisivement à la défaite de la flotte japonaise. Le Martin PBM-5 Mariner, envoyé en mission de sauvetage, était également fiable, conçu spécifiquement pour des opérations de recherche et sauvetage sur océan. Sa perte simultanée posa des questions additionnelles sur les conditions météorologiques ou facteurs environnementaux qui auraient pu affecter multiples aéronefs dans la même région. Les archives navales documentent méticuleusement chaque aspect de la recherche, incluant patrons de vol, coordonnées investigées, conditions météorologiques et témoignages de personnel impliqué. Ces registres constituent l'une des documentations les plus complètes d'une opération de recherche navale de l'air. La disparition du vol 19 eut lieu dans des eaux postérieurement associées avec le triangle des Bermudes, bien que cette dénomination n'existait pas en 1945. Les documents officiels ne font pas référence à des phénomènes paranormaux ni anomalies géographiques, se concentrant exclusivement sur des facteurs météorologiques, mécaniques et de navigation. Jungle hostile, les avions fantômes que personne n'enregistra. Dans les jungles tropicales de Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'un des théâtres les plus défiants du conflit, continuent d'émerger des vestiges d'aéronefs perdus il y a plus de 80 ans. Le travail de documentation et récupération réalisé par des spécialistes comme Justin Taylan a révélé l'ampleur des pertes aériennes dans cette région reculée du Pacifique. Justin Taylan, fondateur et directeur de Pacific Rex, a dédié plus de 2 décennies à localiser, documenter et préserver des restes d'aéronefs et navires du conflit dans la région du Pacifique. Son intérêt surgit en 1993, quand avec à peine 16 ans, il entreprit son premier voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée, accompagné de son grand-père, vétéran du conflit, avec l'objectif d'enregistrer des sites de guerre encore intacts. Depuis lors, Taylan et son équipe ont localisé plus de 200 restes dans la jungle, collaborant directement avec la Defense POW MIA Accounting Agency du Pentagone pour établir l'identification d'aéronefs et, quand cela a été possible, d'équipages. Cette collaboration formelle a produit des résultats concrets dans l'identification de plusieurs avions, incluant le P-38G Marge, le B-17E Swamp Ghost, le B-24D Hot Garters, et multiples chasseurs F-4U Corsair.
Les localisations où opèrent Taylan et son équipe se trouvent généralement dans des zones montagneuses de climat chaud, humide, avec des élévations entre 600 et 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. La végétation de jungle tropicale dense, combinée avec un terrain abrupt, sol saturé et pluies fréquentes, présente d'énormes défis logistiques pour toute opération de récupération. Le P-38G Lightning, connu comme Marge, avec numéro de série 40203-993, fut localisé le 16 mai 2024 par l'équipe de Taylan dans la province de Madang. Cet aéronef bimoteur de chasse avait été originalement assigné au major Richard Premembong, bien qu'il fût perdu par un autre pilote le 24 mars 1944 pendant un vol de reconnaissance. L'accès au site du Marge nécessita des jours de marche coordonnés avec des guides locaux, dû au manque de chemins établis et à la dense végétation qui caractérise ces régions montagneuses. L'avion fut trouvé sur un versant de jungle avec l'aile rouge visible et les moteurs enfoncés dans le sol, ce qui suggère un impact vertical de nez qui enterra partiellement l'aéronef. La confirmation d'identité s'obtint au moyen de documentation des 3 chiffres 993 peints sur l'aile, visibles sur des restes de peinture rouge originale. Une plaque du radiateur montrait l'étiquette modèle P-38JK, confirmant tant le type spécifique d'aéronef que son authenticité historique. Un autre cas notable est le B-17E, connu comme Swamp Ghost, avec numéro de série 41446. Ce bombardier quadrimoteur du corps aérien de l'armée américaine amérit en 1942 sur le marais Agayambo et demeura là pendant des décennies. Redécouvert en 1972, il fut finalement transféré en 2006 et depuis 2013 se trouve en exposition au Pacific Aviation Museum de Pearl Harbor. Le B-24D, dénommé Hot Garter, avec numéro 4240 et 1188, représente un autre Liberator localisé dans les marais de Ansa Bay. Taylan et la DPAA initièrent la campagne documentaire en 2014, identifiant des restes osseux avec des structures métalliques et matricules, utilisés pour confirmer l'unité et destin de l'aéronef. Pacific Rex utilise des drones pour capter des images aériennes du terrain et des restes, facilitant l'identification de structures enterrées ou partiellement enterrées. Le mappage topographique avec GPS de précision permet d'enregistrer avec exactitude la position et orientation de fuselage, moteurs et plaques identificatives. Dans le cas du Marge, les moteurs dépassèrent sur un versant, fournissant des données clés pour comprendre les circonstances de l'impact. Les données se gardent pour reconstruction digitale tridimensionnelle, ce qui permet d'analyser les conditions structurelles sans retirer de matériel du terrain. On cote les numéros de série avec des registres historiques du corps aérien de l'armée, carnet d'assignation, rapport de perte et livre de vol conjoint avec la DPAA. Quand il y a des restes humains, on réalise des analyses légales et d'ADN pour identification, processus géré exclusivement par la DPAA selon des protocoles établis. En mai 2024, le Richard Premembong Veterans Historical Center de Superior, Wisconsin, collabora officiellement avec Pacific Rex pour la mission de trouver le Marge. L'annonce officielle se réalisa le 23 mai depuis une conférence de presse transmise en direct où on présenta des images de Taylan près du fragment de l'aile confirmant la matricule 993. Taylan établit des liens avec des leaders communautaires et guides qui connaissent les terrains où se situent les restes. Certains fragments métalliques ont été réutilisés par des habitants locaux pour usage domestique, situation qui se documente et référence avec registres photographiques sans interférer avec les pratiques communautaires. Légalement, le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée conserve la propriété des restes selon des normes locales. Pacific Rex sollicite des permis officiels avant d'opérer et s'engage à documenter sans retirer d'artefacts sans autorisation gouvernementale appropriée. Les sites sont enregistrés au moyen de photographies de haute résolution de chaque composant avec échelle métrique, fiches cataloguant matricule, localisation et orientation, levée topographique avec GPS différentiel et mappage avec drone pour élaborer une cartographie digitale de la zone d'impact. On ne retire pas de fuselage, ils se maintiennent in situ sauf indication gouvernementale spécifique.
Les restes utilisés par des communautés sont enregistrés sans manipulation. On utilise photogrammétrie et mappage tridimensionnel pour réaliser des reconstructions digitales et évaluer l'état structurel sans déplacement physique. La découverte du P-38J Marge représente une avancée notable en documentation technique et archéologie militaire, combinant des méthodes d'archéologie aérienne, analyse documentaire, vérification de matricules et procédures légales appropriées. Les évidences réunies permettent de reconstruire l'histoire opérationnelle de l'aéronef, son équipage et les circonstances de l'accident. Shoichi Yokoi, le dernier soldat japonais. En janvier 1972, presque 27 ans après la fin du conflit, 2 pêcheurs locaux à Guam firent une découverte qui émotionnerait le monde. Un soldat japonais qui était demeuré caché dans la jungle depuis 1944, convaincu que la guerre continuait. Shoichi Yokoi naquit le 31 mars 1915 à Saori, préfecture d'Aichi, Japon. Avant son service militaire, il travaillait comme tailleur, habileté qui résulterait cruciale pour sa survie postérieure. Il entra dans l'armée impériale japonaise en 1941 comme soldat de première classe et fut bientôt mobilisé, servant initialement dans la 29e division d'infanterie en Manchukuo. En 1943, il fut transféré au 38e régiment et détaché dans les îles Mariannes, où il débarqua en février 1943 comme partie des préparatifs défensifs japonais dans le Pacifique. Son unité se préparait pour le combat à Guam quand les forces américaines lancèrent l'opération pour reprendre l'île en juillet 1944. Pendant la seconde bataille de Guam, qui culmina en août 1944 avec la victoire américaine, Yokoi forma partie d'une unité chargée de défense terrestre. En concluant le combat officiel, Yokoi, avec d'autres soldats de son unité, prit la décision de s'interner dans la jungle plutôt qu'affronter la capture et le déshonneur perçu de la reddition. Initialement, Yokoi survécut en groupe avec jusqu'à 9 compagnons qui avaient pris la même décision d'éviter la capture. Pendant les premières années, ces petits groupes maintinrent un contact sporadique et partagèrent des ressources pour la survie. Cependant, la majorité moururent graduellement par inanition, maladie ou furent capturés par des patrouilles américaines. En 1964, Yokoi trouva ses 2 derniers compagnons morts dans la grotte qu'ils partageaient, apparemment victimes de dénutrition et maladie. Depuis ce moment jusqu'à 1972, il demeura complètement seul dans la jungle, convaincu que le Japon continuait à lutter dans la guerre mondiale. Pendant 28 ans, Yokoi employa diverses stratégies pour survivre dans des conditions extrêmes. Il habitait dans une grotte près des cascades de Talofofo, connue postérieurement comme la grotte de Yokoi. Il construisit une structure revêtue de boue et racines pour se protéger des intempéries et stocker des aliments de manière sûre. Il confectionna des vêtements utilisant des fibres végétales, écorces d'arbres et matériaux plastiques réutilisés, cousus artisanalement avec des aiguilles fabriquées au champ. Un de ses costumes les plus élaborés était construit avec des sacs de jute, boutons plastiques récupérés et coupes de matériel végétal traité pour résister à l'humidité constante de la jungle. Son régime incluait des fruits tropicaux comme mangue, papaye et divers types de noix. Il complétait ses sources végétales avec des protéines obtenues de crabes, escargots, grenouilles, souris et crevettes capturées dans les ruisseaux proches. Il développa des techniques sophistiquées de pêche nocturne et construction de pièges pour anguilles et crustacés. Il maintenait des récipients de métal rouillé pour stocker de l'eau potable et conserver des aliments. Dans son refuge, on trouva postérieurement 2 grenades à main et un projectile d'artillerie de 155 mm, bien que ses armes personnelles étaient complètement inutilisables après des décennies d'exposition à l'humidité tropicale. L'après-midi du 24 janvier 1972, 2 habitants du village de Talofofo, Jesus M. Duenas et Manuel de Garcia, étaient en train de réviser des pièges à crevettes dans la rivière Talofofo quand ils trouvèrent Yokoi. La rencontre initiale fut tendue. Yokoi, méfiant et alarmé, tenta d'attaquer les pêcheurs avant d'être soumis pacifiquement. Les locaux le montèrent dans un bateau et l'alimentèrent avec de la soupe chaude, après quoi il fut livré aux autorités de Guam. Selon les médecins du Guam Memorial Hospital, Yokoi se trouvait en santé relativement bonne, bien que légèrement anémique dû au manque de sel dans son régime pendant des décennies.
Les autorités de Guam coordonnèrent immédiatement avec le gouvernement japonais le retour de Yokoi. L'ambassade japonaise sur l'île l'interviewa extensivement, confirmant son identité, grade militaire et origine dans la préfecture d'Aichi. Approuvé le transfert, il fut rapatrié en février 1972, recevant des fonds étatiques pour couvrir les frais du voyage. À son arrivée au Japon, il fut interné pendant 83 jours dans un hôpital de Tokyo. Pendant cette période se réalisèrent des évaluations médicales complètes et orientations psychologiques pour l'aider à s'adapter à la vie moderne qui avait changé dramatiquement pendant son absence de presque 3 décennies. Son retour fut reçu avec attention médiatique massive, défilé public et une réunion avec approximativement 5000 personnes. Il prononça la phrase qui se popularisa dans tout le Japon. « C'est avec beaucoup de honte que je retourne », exprimant la mentalité militaire traditionnelle qu'il avait maintenue pendant son isolement. En novembre 1972, il se maria avec Miyoko Hatashin, 13 ans plus jeune que lui, et s'installa dans une zone rurale de Nagoya. Il continua comme conférencier public, apparu dans des documentaires comme Yokoi and His 28 Years of Secret Life on Guam de 1977 et reçut une pension officielle du gouvernement japonais. En 1991, il eut audience avec l'empereur Akihito, reconnaissance officielle de son service et souffrance. Il mourut le 22 septembre 1997, à 82 ans, d'un infarctus cardiaque. Il fut enterré à Nagoya avec honneurs militaires appropriés. Le site où vécut Yokoi fut désigné comme Yokoi's Cave, situé près des Talofofo Falls. Bien que la structure originale fut détruite par un typhon, en 1980, on l'ajouta au registre national des lieux historiques de Guam. Actuellement existe une réplique accessible au public qui illustre les conditions de survie que Yokoi développa pendant son isolement. Message du front, les lettres et plaques qui retournèrent des décennies après. Des objets personnels de soldats continuent d'émerger de manière inattendue, connectant le présent avec des histoires individuelles de service, séparation et sacrifice. Ces découvertes fortuites révèlent la dimension humaine du conflit global à travers des éléments intimes qui transcendent les statistiques militaires. Le 6 décembre 1945, le sergent John Gonsalves, de 22 ans, envoya une lettre depuis Bad Orb, Allemagne, où il était détaché après la fin officielle du conflit. La missive était adressée à sa mère, Angelina, qui résidait à Woburn, Massachusetts. Dans ces 2 pages, la lettre incluait des commentaires sur son état de santé, description du climat pluvieux et froid allemand, et qualification de la nourriture militaire comme assez mauvaise la plupart du temps. La lettre mentionnait sa sœur Agnès et sollicitait des nouvelles familiales, tandis qu'elle indiquait qu'il n'espérait pas recevoir de paquet de sa mère avant de retourner à la maison en janvier ou février 1946. Elle était écrite sur papier de correspondance militaire standard et scellée avec un timbre de 6 centimes pour courrier aérien depuis l'Allemagne. En 2021, 76 ans après son envoi, la lettre fut redécouverte dans le centre de traitement postal de Pittsburgh, où elle était demeurée dans un conteneur sans mouvement. Un employé du service postal américain identifia la correspondance comme matériel historique et initia une investigation interne pour déterminer des familiaux vivants utilisant des registres de décès et adresses postales actuelles. Le processus de traçage révéla que tant le sergent Gonsalves que sa mère étaient morts des décennies avant. Gonsalves était retourné avec succès aux États-Unis, s'était marié avec Angelina Jean et avait vécu 61 ans de plus avant de mourir en 2015. La lettre fut finalement livrée à sa veuve le 9 décembre 2021, avec avis officiel et note explicative de l'USPS soulignant son importance historique. Le second cas implique une plaque militaire trouvée en mars 2021 par une femme qui marchait par la zone boisée de Fontainebleau, France. La plaque portait gravé le nom Pet Pios et correspondait au design standard de l'armée américaine, bien que sans information additionnelle visible comme numéro de série ou groupe sanguin. La découvreuse se contacta avec le Pro Football Hall of Fame, après avoir investigué le nom et découvert que Pete Pios était membre éminent de cette institution. La Hall of Fame investigua les registres militaires et confirma que Pete Louis Pios avait combattu sous le général Patton en Europe et participé à la libération de Fontainebleau en août 1944.
Le processus de vérification inclut le cotement de date, localisation militaire et l'historique de service de Pios. L'institution agit comme intermédiaire entre la découvreuse française et Melissa Pios, fille du soldat et professeure assistante à Valdosta State University. Melissa fournit documentation additionnelle, photographies officielles de service, registre militaire complet, constance de baptême et témoignages documentés de son père sur la perte de sa plaque pendant le combat en France. Cette évidence multiple permit l'association fiable entre l'objet trouvé et son propriétaire original. La plaque fut envoyée par courrier certifié depuis la France vers la Géorgie, États-Unis, avec registre complet de livraison à la famille en mars 2021. Le Pro Football Hall of Fame généra un archive qui inclut photographie de la plaque, lettres signées par la découvreuse, historique complet de Pete Pios en service militaire et documentation du processus de traçage pour identification. Les deux cas présentent un mécanisme similaire d'intervention institutionnelle. Reconnaissance de l'artefact historique, vérification d'authenticité au moyen de registres officiels, traçage familial utilisant des bases de données civiles et militaires, et livraison formelle avec certificat et documentation appropriée. Le processus de vérification dans les deux cas utilisa des registres militaires officiels, cotement de date et nom, et confirmation de localisation géographique. La lettre de Gonçalves fut authentifiée au moyen de date, lieu d'origine, timbre approprié et style de correspondance militaire de 1945. La plaque de Pios se vérifia à travers des registres de service, localisation de combat et témoignages familiaux documentés. Le service postal américain localisa des familiaux de Gonçalves au moyen de recherches dans des registres de décès et adresses postales actuelles, appliquant une normative standard pour correspondance militaire historique non livrée. Le Pro Football Hall of Fame média entre la découvreuse française et la famille de Pios, fournissant authentification institutionnelle et facilitant le processus de retour international. La lettre se conserve avec la note explicative et registre interne de l'USPS, catalogué comme correspondance militaire non livrée de 1945, réenvoyée en 2021. Il existe des scans officiels des pages complètes, incluant texte manuscrit, sceau postal et en-tête militaire publiés par des médias spécialisés. La plaque de Pios fut documentée au moyen de photographies de haute résolution, correspondance avec la découvreuse française, certificat de vérification institutionnelle de la Hall of Fame, registre d'envoi et réception internationale, et couverture dans des médias locaux spécialisés en histoire militaire. Ces cas illustrent comment des objets personnels peuvent demeurer perdus pendant des décennies avant de réapparaître à travers des circonstances fortuites. Ils démontrent aussi l'efficacité d'institutions spécialisées pour vérifier l'authenticité, tracer des familiaux et faciliter le retour de matériels historiques à leurs contextes appropriés. Crowland, le tank amphibie qui se réveilla après 70 ans. En mai 2021, une équipe de volontaires locaux à Crowland, Lincolnshire, compléta l'excavation de l'une des découvertes les plus inusuelles du conflit en territoire britannique. Un tank amphibie LVT 4 Buffalo complètement préservé, enterré pendant 74 ans dans la boue des Fenlands anglais. Le véhicule correspond à un Buffalo LVT-4, variante du Landing Vehicle Tract connu comme Water Buffalo. Cet amphibie blindé fut conçu spécifiquement pour transporter des troupes et approvisionnement dans des opérations amphibies, représentant une innovation technologique cruciale pour les débarquements sur côtes hostiles. Les spécifications techniques du LVT-4 incluent une longueur d'approximativement 8 mètres, capacité pour transporter jusqu'à 2900 kg de charge ou 24 troupes équipées. Il pouvait développer près de 32 km/h en terre et 10 km/h en eau, avec autonomie approximative de 240 km terrestres ou 120 km aquatiques. Le L5T4 se distinguait par son design de rampe arrière permettant le débarquement direct de personnel ou charges au contact avec la rive. Cette caractéristique le convertissait en une plateforme idéale pour des opérations qui requéraient des transitions rapides entre navigation aquatique et mobilité terrestre. Initialement conçu comme véhicule de transport maritime à côte, le LVT évolua pour accomplir des fonctions tactiques. En 1943, la British Army disposa d'approximativement 200 LVT, un pour entraînement préalable au jour J. Les variantes LVT
LVT-2 et LVT-4, dénommés Buffalo, furent amplement utilisés en Europe. Pendant la bataille du Rhin en mars 1945, connue comme Opération Plunder, au moins 600 Buffalo furent mobilisés pour traverser troupes et véhicules, appuyés par des versions armées ou équipés avec des systèmes spécialisés pour terrains boueux. Ils participèrent aussi au croisement des rivières Elbe et Pô, approvisionnés par des dépôts de la 79e division blindée. Après la fin du conflit, au moins 16 véhicules Buffalo LVT furent transportés à Crowland, Lincolnshire, pour labeur de défense contre inondation de la rivière Welland. En avril 1947, 5 de ces LVT furent entraînés par les eaux pendant une inondation sévère et demeurèrent coulés dans les dépôts boueux après le retrait des eaux. La structure boueuse, formée par argile et tourbe, origina une tombe naturelle de jusqu'à 9 mètres de profondeur, où ces véhicules amphibies demeurèrent occultés jusqu'à leur redécouverte en 2021. L'environnement anaérobique créé par les conditions du sol prévint la corrosion sévère et préserva des composants structuraux significatifs. Daniel Abbott, leader de la Crowland Buffalo LVT Association, avait dédié 3 ans à localiser de possibles véhicules enterrés au moyen de cartes historiques et registres des inondations de 1947. Après avoir obtenu autorisation locale pour excaver en terrains agricoles, l'équipe employa des rétro-excavatrices, étais structuraux et contentions de parois boueuses pour éviter des écroulements pendant l'extraction. L'excavation du véhicule occupa 5 jours consécutifs, culminant avec succès le 29 avril 2021 avec la révélation d'un véhicule de 9 mètres et 18 tonnes. La cabine était intacte et le montage de mitrailleuses se conservait en conditions surprenamment bonnes dues à la protection fournie par l'argile et tourbe anaérobique. Le scellement naturel de l'extérieur du L5T maintint les surfaces métalliques protégées de l'oxydation grave. On documenta la présence intacte de plateformes mécaniques et points d'union de blindage, éléments qui facilitèrent les plans postérieurs de restauration mécanique. Une fois déterré, le véhicule fut transporté à la grange du fermier propriétaire du terrain à Crowland, où il se protégea dans une zone sèche tandis qu'on définissait le destin final. Le 9 juin 2022, selon permission du conseil du district de South Holland, on sollicita une licence urbanistique pour construire un musée à Kenulph's Farm, près de Crowland. Le plan inclut l'exposition du Buffalo LVT comme partie de la commémoration du 75e anniversaire des inondations de 1947. Le groupe planifie réaliser une restauration mécanique légère pour qu'il soit opératif en mai 2025, coïncidant avec le 80e anniversaire de la victoire européenne, et réunir des fonds pour sauver d'autres véhicules enterrés sur le même terrain. Le LVT-4 fut une amélioration significative introduite en août 1943 avec relocalisation du moteur et rampe arrière ample qui améliora substantiellement le débarquement de troupes et équipements. On fabriqua un total de 18 616 unités, dont 3 000 se destinèrent à des labeurs amphibies terrestres et fluviales en Europe et le Pacifique. Des forces nigérianes, la British Army, troupes canadiennes et l'armée soviétique reçurent des unités sous la clause prêt et location pour traverser des rivières comme le Rhin, Elbe et Oder. La versatilité du Buffalo le convertit en un outil indispensable pour des opérations qui combinaient navigation fluviale et mobilité terrestre. Le plan de restauration contemple inspection mécanique du moteur pour déterminer l'état de piston, combustible résiduel et cuirasse du train moteur. Il inclut aussi révision structurelle d'éléments de suspension torsionnelle et blindage, réintégration fonctionnelle au moyen d'installation de systèmes de transmission pour mouvement contrôlé et stabilisation anticorrosive avec revêtements inhibiteurs. L'objectif est livrer un véhicule opératif pour événements commémoratifs en mai 2025, maintenant authenticité historique tandis qu'on garantit fonctionnalité sûre pour démonstration publique. Ce projet représente l'un des efforts de restauration les plus ambitieux de véhicules amphibies du conflit au Royaume-Uni.